on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je pense que vous l'aurez compris vu le titre de cette vidéo, ça fait plusieurs fois que je la tourne. Et voilà, c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu difficile à moi pour tourner. Donc j'aimerais déjà, dans un premier temps, mettre des précautions à cette vidéo. Donc la première, c'est que les commentaires méchants, vous pouvez passer votre chemin. Je serai absolument pas indulgente. De deux, je ne suis pas médecin, je vais seulement donner mon avis en tant que patiente sur la pathologie en question et aussi également sur mon ressenti et sur ce que j'ai cherché dans mes recherches. Je ne parle pas en tant que scientifique. De deux, évidemment, il est question d'une pathologie comment je la vois. Je vous demanderai donc d'être le plus indulgent possible. Je ne parle pas au nom de tous les épileptiques de France. Donc, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une partie de ma vie qui fait en fait partie de moi depuis que j'ai à peu près 4 ans. Je suis atteinte d'une maladie et j'ai décidé d'en parler avec vous tout simplement pour être le plus honnête possible parce qu'en fait ça fait partie de moi et que je me rends compte que j'en parle très peu, que très peu de gens, à part les gens les plus proches de moi, sont au courant de ma maladie et que du coup j'avais envie d'en parler. Mais surtout je fais cette vidéo en réaction à toutes les blagues qu'on peut faire sur cette maladie, à toutes les fausses idées, etc. Et j'en ai marre tout simplement, j'ai juste envie d'être honnête, de vous dire la vérité et qu'on arrête avec toutes ces blagues, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je suis atteinte depuis mes 4-5 ans de la maladie de l'épilepsie. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'épilepsie, quelles sont les formes d'épilepsie et ensuite on parlera de ma pathologie. Donc, j'ai mon petit carnet juste à côté. Donc, si vous me voyez en fait lire, c'est normal, je lis pour pouvoir vous donner les définitions les plus honnêtes possibles. Donc, l'épilepsie est une maladie neurologique qui touche en France 5% de la population. C'est une des maladies qui est sur le podium, les maladies les plus répandues en France. Ce n'est pas un cas rare. Je ne suis pas un cas rare et j'aimerais qu'on en parle un peu plus parce que c'est une maladie qui touche vraiment beaucoup de personnes. Donc, en fait, l'épilepsie regroupe plusieurs maladies neurologiques ayant pour point commun la répétition de crises épileptiques spontanées. Je vais m'expliquer par la suite. En fait, le mot épilepsie veut dire en grec pris par surprise et vous allez vous rendre compte très vite quand je vais vous expliquer la maladie épilepsie que en fait c'est absolument ça. Donc, la maladie peut débuter à tout âge et pour des causes diverses et suivant des profils totalement différents. Donc pendant longtemps, à cause des manifestations des crises, on l'a vu comme une maladie psychiatrique. Je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'une maladie psychiatrique, c'est totalement différent d'une maladie qui concerne la psyché, comme la schizophrénie par exemple. C'est une maladie qui touche les neurones et c'est une maladie qui est en fait due à une lésion neuronale, donc vraiment à quelque chose de cérébral en fait, un problème neuronal, contrairement aux maladies psychiatriques. Donc il y a plusieurs façons, donc c'est une maladie, une crise. Alors, une crise d'épilepsie est une manifestation clinique liée à une activité anormale du cerveau, d'où le fait que ce ne soit pas une crise psychiatrique, comme on le dirait. Il y a des crises généralisées et des crises partielles qui trouvent leurs origines de plusieurs manières différentes. Vous pouvez très bien avoir une crise d'épilepsie sans être épileptique à la base, notamment avec l'alcool, l'hypoglycémie ou des infections. Donc, il y a plusieurs crises. Je vais d'abord parler des crises tonico-cloniques. Les crises tonico-cloniques sont les plus connues. Ce n'est pas la seule forme d'épilepsie. Vous allez très vite comprendre pourquoi je mets cet avertissement. Tous les épileptiques ne font pas des crises tonico-cloniques. Et toutes les crises tonico-cloniques n'ont pas la même forme. Voici les symptômes de la crise tonico-clonique. Des convulsions, des pertes, des chutes, des pertes de conscience, des pertes de connaissance, des convulsions, des cris, parfois des pertes d'urine ou des morsures de langue. Et le plus important dans les crises tonico-cloniques, c'est que l'épileptique ne s'en souvient pas. C'est une crise qui n'est pas faite en pleine conscience. Nous n'avons aucun souvenir de la crise une fois qu'elle est passée. Et elle met du temps après être faite à s'en remettre. On met du temps à se remettre d'une crise tonico-clonique, notamment à cause des convulsions, etc.
Je tiens à dire que la perte d'urine et la morsure de langue sont des symptômes rares. La première chose à faire quand vous êtes en cas de crise tonico-clonique, que quelqu'un est en cas de crise tonico-clonique, c'est de le mettre en position latérale de sécurité avec, je vous mettrai peut-être une image de la position latérale de sécurité, surtout avec la tête un peu surélevée. Donc ça, ce sont une des crises. Donc on arrête les stéréotypes de à chaque fois que tu vas faire une crise d'épilepsie, tu vas te mordre la langue. Il y a plusieurs formes de crise d'épilepsie. Et oui, ça peut arriver, mais c'est pratiquement très rare. Ne commencez pas à attraper la langue d'un épileptique qui fait une crise, vous n'êtes pas infirmier. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a les absences. Donc les absences, ça entraîne une suspension d'attention, de conscience de quelques secondes. Et elles peuvent se répéter plusieurs fois dans la journée. Moi, j'aime bien expliquer les absences de la manière suivante. Vous allumez votre ordinateur, puis après, au lieu de l'éteindre, vous le mettez en veille. Il n'est pas totalement éteint, mais pourtant l'écran est noir. C'est à peu près ce qui se passe pour nous quand on fait une absence, c'est-à-dire qu'on peut vous regarder droit dans les yeux et je peux juste n'être plus là. Aussi, on peut dire qu'on est dans la lune, mais bon, toutes les personnes dans la lune n'ont pas forcément des absences épileptiques, mais ça peut être le cas. Ensuite, il y a les crises myocloniques. Ce sont des crises à source, ce qui, en fait, sont des secousses musculaires, donc qu'on appelle aussi convulsions, et ces crises sont faites en pleine conscience, donc on en a souvenir vu que nous avons confiance. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée où on va être fatigué et une crise va se déclencher. Et là, on a totalement pleine conscience, il n'y a pas d'absence, etc. C'est juste les membres qui convulsent. Donc, il y a des crises partielles complexes, comme des modifications de conscience, des troubles de la motricité, donc des chutes, des fois des trucs qu'on a dans la main et que ça tombe par exemple, des troubles de la sensibilité et des troubles de manifestation sensorielle et aussi des troubles du comportement. Ça peut aller de passer d'un état à un autre, de colère à bien, de tristesse, etc. Et ce sont aussi des sentiments qui peuvent être totalement amplifiés selon aussi la fatigue, parce que l'épilepsie c'est vraiment quelque chose qui va jouer avec l'énergie du corps et avec la fatigue. Donc, l'épilepsie généralisée, ça ce ne sont pas les crises d'épileptiques, mais ce sont les gens qui sont diagnostiqués comme épileptiques, sont en fait des cas d'épilepsie généralisée. Ce sont des répétitions spontanées de crises, donc ça veut dire qu'on peut en avoir plusieurs fois. Et c'est là qu'on diagnostique un épileptique, parce que vous pouvez avoir des crises sans être épileptique, mais quand vous en avez plusieurs. Donc il y a plusieurs origines à l'épilepsie généralisée. La première, c'est une origine génétique. Ça peut être en fait quelque chose qui détient aussi de votre famille ou de vos gènes. Moi, ce n'est pas mon cas. Je fais partie de l'autre possibilité qui est l'épilepsie symptomatique. En fait, c'est une atteinte cérébrale par une lésion localisée. Donc, en fait, il y a eu une lésion dans votre cerveau due à une chute ou autre et ça a provoqué votre épilepsie. Moi, c'est mon cas. On pense que c'est mon cas puisqu'on n'a pas de possibilité que ce soit génétique. On n'a pas pu trouver, en fait, dans mes gènes, une possibilité que je sois épileptique. Donc l'épilepsie se diagnostique et se contrôle par des électroencéphalogrammes. En fait, ce sont un peu comme une radio, on vous met des électrodes sur la tête, on vous déclenche une crise avec des stromboscopes blancs et on vous endort. Et on va calculer la fréquence et l'activité de votre cerveau pendant que vous faites une sieste à l'hôpital. Voilà ce que sont les EEG. Et tout ça est diagnostiqué et suivi par un neurologue. Moi, je suis suivie au CHU de Montpellier. Et voilà, si vous voulez plus d'informations sur l'épilepsie en tant que telle, sur la maladie en tant que telle, je vais vous mettre en lien deux liens, Épilepsie France et un autre je pense, qui vont vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est l'épilepsie, ou même si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, on a toujours besoin de dons pour la recherche. Donc maintenant que j'ai expliqué à peu près ce qu'était l'épilepsie, je vais parler de mon syndrome. J'ai le syndrome de Dose. Dose est une personne, hein, évidemment. Donc le syndrome de Dose, c'est une combinaison entre le grand mal. Le grand mal, ce sont les crises tonico-cloniques, avec les convulsions, les cris, les chutes, etc. Où là, on n'a plus pas du tout conscience. Et les absences, donc petit mal, qu'on peut appeler aussi petit mal. Donc en fait, comme je fais jamais les choses en même temps que les autres, j'ai la combinaison des deux. Heureusement pour moi, je fais beaucoup plus d'absences que de crises tonico-cloniques. Donc ça m'arrive assez souvent d'avoir des absences.
sauf que ça a aussi déclenché une dyslexie, une dysorthographie, une dysgraphie, une dyscalculie et à peu près tous les dys qui existent au monde dû à cette lésion cérébrale. Je voudrais qu'on arrête de faire l'allusion au fait que les épileptiques sont bêtes parce que c'est une maladie du cerveau. En fait, l'intelligence n'a aucun rapport avec l'épilepsie, puisque ça n'a rien à voir, c'est même pas le même céphalée. Enfin, je veux dire, la mémoire, etc., ce sont des parties de notre cerveau qui s'en occupent. C'est pas parce que vous avez une partie de votre cerveau qui est atteinte que ça ne peut pas fonctionner. Ça n'a rien à voir. Donc je suis aussi intelligente que vous, et pourtant je suis épileptique. Voilà, j'aurais juste voulu qu'on parle de cette allusion tout le temps aux gens bêtes, soi-disant parce qu'ils ont une pathologie qui touche le cerveau. Ça n'a aucun rapport. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'ai été diagnostiquée très tôt, à 4-5 ans, après une chute. Je regarde quand même, une chute au ski, c'était mémorable. J'ai très vite été pris en charge par un neurologue qui s'appelle Madame Crespel, toujours que je suis suivie à Montpellier. J'ai pris beaucoup de traitements différents depuis mes 5-6 ans. J'étais dans les plus grands traitements à des sachets de micropacking, donc ce sont des médicaments en sachet avec dedans des petites granules si vous voulez. J'ai été à 4 sachets de 100 grammes le matin, 3 sachets de 200 grammes le soir, avec du Zarentin à peu près, des doses comme ça. Donc c'était des doses très grosses. Et en fait, on ne peut pas cacher cette maladie parce que quand vous venez avec une trousse de toilette qui contient vos médicaments pour 2 jours, évidemment, il faut prévenir tout le monde. Quand vous allez en soirée pyjama avec des copines, il faut que les parents soient prévenus. Quand vous allez en sortie de classe, il faut que les profs soient prévenus, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que je prenais très mal... Un tracteur qui passe. Je prenais très mal mon traitement, je le prenais pas tout le temps, pas aux bonnes heures, je prenais pas les bonnes doses, etc. Donc on a décidé finalement d'arrêter mon traitement vu que j'avais moins de crises. Ce qui ne veut pas dire que je suis guérie. On peut guérir en fait, soit on dit souvent à l'adolescence ou à jamais, enfin jusqu'à la mort. On vit avec cette maladie, on vit très bien, hein, c'est juste des fois il y a des contre-indications. Moi j'ai continué à faire des absences, des crises, des pertes de connaissances, ou surtout des absences en fait, mais beaucoup moins qu'avant, même si j'étais plus sous traitement, que je décidais d'arrêter mon traitement et que je ne reprendrai sous aucun cas un traitement vu que je considère que je n'en ai plus besoin et ma neurologue est tout à fait d'accord. Voilà pour ça, je voulais parler d'autre chose. Oui. Alors, les symptômes et les contre-indications, en fait, là je vais vous parler de la dernière étape qui est vivre avec un épileptique et vivre avec son épilepsie. Donc l'épilepsie c'est beaucoup de fatigue en fait, je viens de postillonner. Donc en fait c'est une fatigue qui est là permanente et qui du coup nous empêche de faire énormément de choses et c'est surtout qu'on doit vraiment ne pas se surmener, faire attention à nous et des fois ça peut être très compliqué parce qu'on a envie de faire plein de choses et qu'au final on ne peut pas forcément faire. Voilà pour ça, c'est un handicap non visible. Quand je parle de handicap non visible, c'est qu'il s'agit bien d'un handicap. Je suis porteur de handicap, je ne supporte pas le mot handicapé, mais je n'ai pas le droit par exemple à passer le permis. Enfin moi j'ai le droit, mais suivant votre cas d'épilepsie vous pouvez avoir ou pas le droit de passer le permis. Je vous fais pas un dessin de pourquoi on ne peut pas passer le permis. Voilà. Et par contre, vous n'avez pas, si vous avez le droit à passer le permis, vous n'avez pas le droit à la carte d'handicapé par exemple. Donc en fait, vous pouvez être garé à l'autre bout de la France et aller à votre magasin. Vous pouvez faire une crise entre les deux. Vu que votre handicap il n'est pas visible, on ne vous donnera pas une carte d'handicapé. Plein de choses comme ça pour essayer de montrer aux autres qu'on est handicapé, c'est très compliqué parce que ce n'est pas un handicap visible. Du coup, il y a beaucoup de gens qui disent non, ce n'est pas un handicap, ça n'existe pas, etc. Je suis en train de regarder qu'il y a un bug sur mon trépied, mais c'est pas grave. Ça a l'air de fonctionner correctement. Bref, ça va me stresser. Donc en fait c'est un handicap qui est non visible, donc forcément il faut carrément expliquer à certains médecins scolaires, des médecins scolaires, ce qu'est l'épilepsie, ce qui est quand même assez grave en France, je trouve, vu que c'est une maladie qui est quand même assez importante. Voilà. On a... Donc ça c'est pour ce qui est du scolaire, mais j'en reviendrai après. Dans la vie quotidienne on a pas mal d'interdictions.
comme les stromboscopes blancs, je reviendrai, les stromboscopes en général, enfin les lumières qui font des trucs comme ça, parce que ça déclenche les crises tout simplement. Du coup, vous imaginez bien qu'en boîte, c'est toujours compliqué. Voilà, moi je suis toujours comme ça en mode bonjour, oui. Voilà, nous n'avons pas le droit aux sensations fortes. Ne me regarde pas comme ça, je parlais pas de ce genre de sensations fortes. Alors, les sensations fortes que nous n'avons pas le droit, les manèges à sensations dans les parcs d'attractions. Nous n'avons pas le droit au laser game, je cherche le mot, au paintball, aux chutes à l'élastique, au saut à l'élastique, au saut en parachute, blablabla, tout le genre de sensations fortes ultra cool et que nous on ne peut pas faire. On ne peut pas non plus faire du vélo et du roller seul, dans le risque de tomber et de chuter en fait tout simplement. On ne peut pas non plus se baigner seul, pareil le risque de faire une crise et de se noyer, vu qu'on n'a pas conscience quand on fait une crise, tonico-clonique quand je parle. Est-ce que j'ai oublié un truc? Oui, je peux pas faire de grosses randonnées, je peux en faire, je peux marcher pendant longtemps, mais en fait ça fatigue énormément et le danger c'est de pouvoir aller jusqu'en haut et ne pas pouvoir redescendre. C'est souvent ce qui se passe en fait, c'est qu'on peut avoir de la force jusqu'à un certain point, mais quand on n'en a plus, on n'en a plus, on peut plus bouger. Donc il faut savoir se connaître, c'est surtout ce qui est important, c'est de se connaître, et ça c'est très difficile en fait quand vous avez l'habitude de vous surmener, comme moi. En fait vous avez tendance à vous surmener, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vivre avec, je pense que c'est tout niveau interdiction, ça fait quand même pas mal de choses. Moi personnellement, je sais que j'ai aussi énormément de mal avec le monde. Le fait d'avoir trop de monde dans les foires ou dans ce genre de trucs me fait stresser, et en fait ça me déclenche des crises parce que je stresse et que j'ai chaud et que je fatigue beaucoup plus vite. Donc les journées shopping, etc., ça me fatigue très vite. Donc des fois, en fait, on se rend pas compte à quel point ça peut être pesant, mais quand vous êtes avec des copains, vous leur avez pas dit, et là vous êtes en mode, en fait là il faut que je m'assoie parce que je peux plus. Ou alors que vous montez des marches et que vous vous rendez compte qu'en fait vous pouvez même pas rentrer à votre appartement parce que là, je ne peux pas monter les marches par exemple. Ça m'arrive souvent. Ou alors, la dernière fois que je me suis surmenée, j'avais une double licence, j'avais 15 heures de boulot par semaine et je ne dormais pratiquement pas, le temps de réviser, etc. Et d'essayer d'avoir un semblant de vie. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû aller aux urgences pour une crise violente, tonico-clonique, que j'avais fait dans la nuit. Voilà, comment dire, en plus ça ne se soigne pas, on ne soigne pas une crise d'épilepsie, on est censé attendre que ça finisse. Donc en soi on peut pas faire on peut pas vous injecter un médoc en mode oh, ça y est ça va mieux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut attendre que ça finisse dans tous les cas. En fait au quotidien c'est vraiment de la fatigue et de se connaître, parce que quand on veut faire beaucoup, ben on tient pas, parce qu'on n'a pas la même énergie que tout le monde, et même si on veut faire comme tout le monde, parce que la majorité des gens qui sont porteurs de handicap veulent faire comme tout le monde, et plus tu veux faire comme tout le monde et plus tu te fatigues en fait, voilà. Maintenant j'aimerais parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, mais je ferai une vidéo là-dessus, c'est la discrimination. Je vais déjà parler de la discrimination adulte avant même de parler de la discrimination entre enfants, entre jeunes, etc. La discrimination passe déjà par l'assimilation de problème neuronal du cerveau avec le manque d'intelligence déjà. Moi on a dit à ma mère, vu que j'avais de nombreux retards de lecture, etc., dû à ma maladie en fait, que je ne pouvais pas gérer seule, on a dit à ma mère que je ne passerais pas le CP. Si tu passes par là, jeune dame, je suis en 2e année de licence et je viens de la valider, donc voilà, je vais être sanctionnée par YouTube pour ce petit honneur. Mais tout ça pour dire que même si des adultes pensent ça, vous pensez bien que voilà. Il y a une maman quand j'étais en primaire qui a dit à son fils que l'épilepsie c'était contagieux. Ce n'est absolument pas contagieux. Je pense que là vous avez compris que c'était pas contagieux. Enfin, c'est pas une maladie contagieuse, c'est une lésion du cerveau. À moins que deux cons se tapent la tête très fort, tous les deux ensemble, c'est toujours pas contagieux. Bon, eux ils auront peut-être tous les deux des lésions. Peut-être à la limite tous les deux de l'épilepsie, mais c'est pas contagieux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a raconté à cet enfant. Du coup, l'enfant qu'a-t-il fait? C'est que sa maman lui a demandé de ne plus me toucher, et il a raconté aux autres enfants que j'étais contagieuse et qu'il ne fallait pas me toucher. J'ai dû alors
quand même, je devais entrer en CE2, faire un exposé sur l'épilepsie pour prouver que ce n'était pas contagieux. Et là on parle pas de la bêtise des enfants, on parle de la bêtise des adultes non informés. Donc voilà, juste arrêtez d'essayer de dire des choses quand vous ne connaissez pas le sujet, surtout quand il s'agit d'une maladie aussi pesante déjà pour la personne qui la vit. Donc non, stop. Les grosses discriminations, c'est pas forcément des discriminations, c'est des blagues. Vous savez, sur les tremblements des épileptiques, on en voit beaucoup des blagues, Natou, si tu passes par là, j'aime beaucoup ton travail, mais arrête. Non, ça ne passe pas, ce n'est pas drôle. On ne fait pas des blagues sur les gens en fauteuil roulant. On ne fait donc pas des blagues sur les épileptiques, sur les autistes, sur... Non, 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 une, d'accord. Mais en fait, quand c'est tout le monde qui va te dire « Oh, mais t'as des convulsions comme un épileptique, et moi, le nombre de fois où je sors avec des potes qui ne savent pas, ou que je suis en soirée étudiante et qu'il y en a qui vont dire « Oh, tu vibres comme un épileptique !» Et moi, je suis en mode « Merci !» Très gentil, très appréciable. Oui, d'ailleurs, l'alcool, c'est aussi quelque chose qu'il faut à la limite éviter ou faire vraiment gaffe, vu que votre cerveau est un peu plus fragile que les autres. Donc, voilà, j'aimerais juste qu'on évite ce genre de petites blagues qui font très très mal au quotidien pour les personnes comme moi qui sont atteintes de pathologie. Et en fait, au quotidien, ça devient difficile. Nous, on rit pas. Nous on rit pas parce que nous on le vit au quotidien, nous on a pris des médocs depuis qu'on a 5-6 ans, on a fait des séjours à l'hôpital de jour et en fait la seule personne qui mérite d'en rire c'est nous, pas les autres qui ne le vivent pas. Voilà, je vais être un peu moins fun que d'habitude, mais là c'est mon petit coup de gueule parce que j'en ai vraiment très marre de ça, donc voilà. Voilà pour l'épilepsie, si vous voulez plus d'informations, venez en message perso, allez sur les liens que je vais vous mettre en barre d'infos. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous partagiez cette vidéo au maximum parce que j'en ai marre des a priori et en même temps ça me fait énormément de plaisir de pouvoir parler de ça avec vous et même si c'est très difficile, même si je ne le montre pas, c'est quelque chose qui est très difficile à en parler puisque moi personnellement j'ai décidé de faire comme les autres. Et comme j'ai décidé de faire comme les autres, je ne parle pas de ma maladie, je fais comme si elle n'existait pas, je ne veux pas me faire plaindre en fait tout simplement, je déteste être posée en victime parce que j'ai été posée en victime pendant très longtemps et que du coup je n'aime pas ça. Bref, pour les enfants, on a aussi des suivis orthophoniques et des suivis psychiatriques. Quand je parle de psychiatrique, je parle de psychologues, de psychiatres en fait qui vont suivre les enfants par rapport à leur maladie. Moi j'ai été suivie, je ne m'en cache pas, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les psychologues et les psychiatres, j'en ferai. J'ai fait pas mal d'expériences avec ça donc je peux en parler. Si vous voulez une vidéo sur les discriminations scolaires, même si je pense qu'il y en a eu beaucoup, je peux vous en faire une, je pourrais parler de mon expérience là-dessus. Même si pour moi je pense pas être assez prête pour vous parler de tout, mais au moins là on commence, vous me connaissez un peu mieux maintenant je pense, et voilà, si cette vidéo pouvait être partagée le plus possible ça me ferait vraiment du bien. Maintenant petit aparté, comme je ne fais jamais les choses comme les autres et que je tenais à vous dire toute la vérité et que vous me connaissiez mieux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, que cette vidéo est très longue. J'espère que si ça vous a peut-être intéressé, vous irez rechercher d'autres informations, sinon que vous partagerez cette vidéo qui me tient énormément à cœur, que je vous ai pas trop déçu parce que c'est moins fun que d'habitude, mais en tout cas je vous remercie du fond du cœur.